Un accord imminent avec l'Iran. Tu te moques de moi alors que le président Trump a indiqué que les détails sont en train d'être finalisés à tout moment. Écoutez ce que le guide suprême de la République islamique avait à dire depuis son bunker. Le régime sioniste chancelant et la tumeur cancéreuse qu'est Israël approchent également des dernières étapes de leur existence funeste. Mort à l'Amérique et mort à Israël seront le slogan commun de la nation islamique et des opprimés du monde, en particulier des jeunes. Alors, Marc, comment vas-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, mercredi 27 mai, comment vais-je après avoir entendu ces paroles du guide suprême de l'Iran? D'un côté, personne ne devrait être surpris parce que c'est l'idéologie haineuse, extrémiste et djihadiste du régime iranien. Comme je le dis, personne ne devrait être choqué ou impressionné, personne ne devrait être surpris. D'un autre côté, il s'agit d'un régime qui négocie actuellement avec les États-Unis pour parvenir à une sorte d'accord. Mais nous ne devrions pas avoir d'illusions sur ceux avec qui nous traitons. Toute personne ayant des illusions sur la nature de ce régime est la plus importante du régime. Il est justement appelé le guide suprême. C'est ce que pense le régime. C'est ainsi que le régime voit les États-Unis, c'est ainsi que le régime voit Israël. Et pour être franc, c'est ainsi que le régime voit tout l'Occident. Et je voudrais juste ajouter une dernière chose. Vous savez, dans les derniers jours de l'Union soviétique, les gens disaient que plus personne ne croyait au communisme. Quel est le problème avec ce que dit le guide suprême? Le guide suprême est dans son bunker et personne ne l'a vu depuis le début de la guerre. Mais laissons tout cela de côté. Le problème, c'est qu'il y croit. Contrairement à l'Union soviétique, où plus personne ne croyait au marxisme-léninisme, c'était comme une idéologie morte. La direction de la République islamique croit à ces absurdités extrémistes. D'accord. Juste un point à propos du communisme, du marxisme et du socialisme. Cela a été ravivé aux États-Unis, je vous l'assure. Peut-être que plus personne n'y croyait à la fin de l'Union soviétique. Mais je vais dire ceci. Vous avez tout à fait raison au sujet de l'idéologie islamiste. Et je ne pense pas que qui que ce soit se fasse des illusions. Le problème ici, c'est qu'on parle d'un accord. Ce n'est même pas un accord. C'est un protocole d'accord qui donnera ensuite à la République islamique encore 60 jours pour négocier l'accord final. Quelque chose de ridicule comme ça. Et je sais que l'administration Trump ne gobe pas ses balivernes. Nous le savons. Nous savons que les membres de l'administration Trump ne sont pas du tout stupides et le président Trump non plus. Mais voilà le problème. Le président Trump pense que parce qu'il est un homme d'affaires, si vous rendez la chose intéressante pour l'autre partie, si vous rendez cela avantageux pour eux, bien sûr, ils négocieront. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que cela signifie? Ils ont essentiellement été vaincus au combat. Et donc, ils étaient censés demander la paix. Ils n'arrêtaient pas de dire, vous voyez, nous avons éliminé leurs dirigeants, nous avons détruit leur marine et leurs forces aériennes, etc. Et maintenant, ils nous supplient de venir à la table des négociations. C'est vrai, mais la différence ici, c'est qu'ils ne demandent pas la paix. Parce que toutes leurs déclarations publiques, y compris celles que je viens de lire en anglais, la traduction en anglais, étaient dans le même ton. En l'honneur du Hajj, le pèlerinage à la Mecque auquel les musulmans du monde entier participent, ils s'y rendent en ce moment. Et cela a lieu cette semaine. Et c'est en partie pour cette raison, je crois, que l'administration Trump a accepté d'attendre au cas où ils envisageraient de reprendre la guerre. Nous ne savons pas vraiment exactement. D'accord. Donc, c'était un appel à tous les musulmans pour dire mort à l'Amérique et mort à Israël. Dans ces conditions, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait négocier. Et à moins que nous, quand je dis nous, je parle des États-Unis et d'Israël, à moins que nous fassions cela pour préparer la prochaine phase de la bataille, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Les intentions des Iraniens sont claires. Ils veulent la fin des attaques américaines et ils veulent faire traîner ces discussions sans rien donner de concret. Et il est clair ce que veulent les Américains. Le président Trump l'a répété encore et encore, que vous soyez d'accord ou non avec lui. Il a été très cohérent. Il préfère un accord, mais un accord qui mettrait vraiment fin, une bonne fois pour toutes, au programme nucléaire iranien.
Les Iraniens veulent jouer la montre. Et maintenant, ils parlent d'un cessez-le-feu dans le Golfe, ce qui permettra, vous savez, au prix du pétrole de revenir à leur niveau d'avant. Et vous savez, ces pétroliers recommenceront à entrer et sortir du Golfe. Mais les Iraniens, ensuite, la pression militaire sera levée pour eux. Et dans quelle mesure seront-ils prêts à faire des compromis dans 60 jours lorsque la pression militaire sera levée? Alors, que dit Trump? Trump dit « Je vais laisser mes porte-avions là-bas. Et s'ils ne négocient pas de bonne foi, nous retournerons à la guerre. » Les Iraniens diront non dès qu'ils s'habituent à la paix et aux négociations. Nous pouvons faire traîner cela comme nous l'avons fait avec Obama. Nous pouvons faire exactement la même chose avec Trump. Et à la fin, il y aura une sorte de formulation très vague, ce qui signifie que nous n'aurons rien à céder. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Trump veut un langage précis et contraignant pour accepter un cessez-le-feu, et les Iraniens veulent un langage aussi vague que possible. Pour reconnaître au président Trump ce mérite, il y a d'autres choses qui se passent en parallèle. Nous avons eu ce week-end des frappes américaines contre la marine iranienne et d'autres installations dans le Golfe. En d'autres termes, il utilise la force quand il en a besoin. Les Américains ont affirmé agir pour se défendre parce que les Iraniens posaient des mines, mais cela importe peu. L'Amérique a prouvé sa volonté d'utiliser la force. Et deuxièmement, parallèlement à cela, les Américains, sans rien annoncer, comme cela a été largement rapporté, ont réintroduit le Project Freedom, en d'autres termes, tout en maintenant leur blocus des ports iraniens. Ils escortent de nouveau ces navires bloqués, quittant les autres ports du Golfe, les aidant à partir. Et si cela est vrai, ces informations associées à la volonté d'utiliser la force, peut-être que Donald Trump dit encore à l'Iran « Je veux conclure un accord, mais il doit être un bon accord. Et sinon, je vais utiliser la force. J'utilise déjà la force aujourd'hui à un moindre niveau, mais pour rappeler que mon doigt reste sur la gâchette. » Regardez à quelle vitesse l'actualité évolue. Après ce rapport selon lequel l'opération Freedom prenait le relais, le CENTCOM a déclaré que c'était faux. Ils ne le font pas et n'escortent pas les navires. Donc ce rapport est sorti après coup et il venait du CENTCOM avec faux rapport écrit en grandes lettres majuscules. Tout le monde essaie de rattraper son retard, tous les journaux et chaînes de télévision. Le Wall Street Journal a rapporté, donc celui-ci rapporte aussi. Bref, ils ont dit « Nous ne faisons pas ça ». Alors qui sait? D'accord, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et ce que nous savons, et tu as tout à fait raison, c'est que le président Trump a été totalement cohérent, non seulement à propos des matières nucléaires et de l'enrichissement, mais aussi concernant le détroit d'Ormuz. Et la République islamique n'a cessé de dire « non, non, non ». D'accord, si nous ne prélevons pas de péage sur les navires qui traversent le détroit, eh bien, ils appellent ça autrement, un autre type de frais. Une taxe environnementale? Oui, une taxe environnementale avec Oman. Maintenant, certaines personnes ont dit « Nous ne comprenons pas. L'Arabie saoudite a été l'un des premiers pays à inciter le président Trump à faire la guerre au départ. Alors, comment se fait-il que soudainement elles disent « Attendez, attendez ». Et les autres pays sont les pays du Golfe. Même ceux qui font partie des accords d'Abraham disent « Attendez une minute, arrêtons-nous ». C'est parce que l'Iran a attaqué leurs installations. Et apparemment, la principale crainte de l'Arabie saoudite est que la République islamique bombarde ces usines de purification qui fournissent de l'eau à des millions et des millions de personnes à Riyad. Et ensuite, le roi devrait, ou plutôt le prince héritier, devrait évacuer un nombre d'habitants de Riyad qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, il se passe tout ça. Et le problème avec ça, c'est que, alors l'Iran, ce que vous faites, c'est que vous le laissez encore une fois prendre tout le monde en otage avec ses menaces. Et c'était toute la raison pour laquelle nous avons dû aller en guerre au départ. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi il y a un autre problème. Les Israéliens s'attendaient tellement à devoir terminer ce travail. Et en attendant, Israël a été, disons, moins que agressif, pas aussi agressif au Liban qu'il aurait dû l'être, afin de ne pas mettre en colère l'administration Trump. Que nous attaquons Beyrouth, même s'il y a des drones suicides, des essaims de drones suicides qui frappent des soldats et des civils israéliens. Et nous nous battons avec une main attachée dans le dos.
Et voilà le problème. Même si l'administration Trump admet maintenant qu'il faut empêcher cela et qu'Israël doit se défendre, nous n'avons toujours pas bombardé Beyrouth à ce moment-là. Donc il se passe tout un tas de choses. Et même si je crois que Trump le pense vraiment, mais s'il le pense réellement, et nous savons qu'il n'y a aucune chance que la République islamique accepte les conditions de Trump, même les plus basiques, nous le savons. Donc, si nous savons cela et si nous croyons qu'il ne renoncera pas à ses deux objectifs principaux, le détroit d'Ormuz et le nucléaire, alors toutes ces négociations n'ont aucun sens. Donc j'ai une perspective un peu différente. Tout d'abord, le détroit d'Ormuz n'était pas un problème avant la guerre. Et c'est ce que disent les critiques de Trump. Oui, ils étaient ouverts, et ce n'est qu'à cause de la guerre qu'ils sont devenus fermés. Donc je pense que si vous résolvez la question nucléaire, la question du détroit sera automatiquement résolue. Il est évident que les Iraniens refuseront de parler du détroit, de sa réouverture ou de quoi que ce soit de substantiel, car pour eux cela reviendrait à accepter le statu quo ante, poursuivre le développement d'armes nucléaires tout en maintenant le détroit ouvert. Je ne pense pas que Trump veuille accepter cette réalité, et Netanyahou ne veut certainement pas l'accepter non plus. Écoutez, lorsque Netanyahou a donné son interview, c'était quoi, il y a un mois maintenant, à l'émission 60 Minutes de CBS, il a parlé du fait que le travail n'était pas terminé, et il a évoqué 3 objectifs majeurs de l'opération. Et bien sûr, il parlait du point de vue d'Israël, il a parlé de la question nucléaire, il a parlé des missiles balistiques, et il a parlé du soutien de l'Iran aux groupes terroristes comme le Hamas et le Hezbollah, et ainsi de suite, les Houthis au Yémen. Il a affirmé qu'il fallait des réponses à toutes ces questions. Maintenant, Trump, bien qu'il ait mentionné ces questions dans le passé, n'a parlé ces dernières semaines que de la question nucléaire. Donc, on peut dire qu'en négociant avec le régime ici, ce régime terrible qui scande « mort à l'Amérique, mort à Israël », oui, aucune illusion sur le régime, mais en négociant avec ce régime, il dit en gros, si vous me donnez ce que j'exige sur la question nucléaire, le reste peut-être, disons, on peut arranger ça, non? Pour lui, c'est la question la plus importante. Je pense que Trump a raison de prioriser cela, car la question nucléaire est la plus dangereuse pour Israël et le monde. Et bien sûr pour les États-Unis, parce qu'on voit ce que la Corée du Nord peut faire avec une arme nucléaire, à quel point tout le monde en Asie de l'Est est inquiet à propos des Nord-Coréens, à quel point serions-nous inquiets, et tout le monde serait inquiet, si les Iraniens obtenaient réellement une bombe. Et là, Trump a raison. Il dit, si vous pensez que vous avez des problèmes maintenant avec le détroit d'Ormuz, imaginez s'ils avaient une bombe nucléaire. Le prix du pétrole monterait à $400 le baril, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne pourriez rien faire car ils auraient des armes nucléaires. Il a donc raison. La question est la suivante. Les Iraniens, et vous êtes manifestement extrêmement sceptiques, sont-ils susceptibles d'accepter prochainement ce qu'il exige, à savoir la suppression de ce que Trump appelle la poussière nucléaire? C'est l'uranium enrichi, l'uranium fortement enrichi, l'uranium hautement enrichi à 60%, et ce démantèlement de leur capacité à enrichir davantage d'uranium. Et la question reste ouverte. J'espérerais qu'il y ait une solution, avec une pression accrue sur l'Iran, pression militaire, pression économique, pression politique sur l'Iran, combinée aux pressions internes au sein de leur société, cela obligerait le régime en place à accepter ce compromis. Sans cela, je ne sais pas quelle est la solution. D'accord, ce régime en place doit partir. Et peu importe que Donald Trump ne le dise pas comme l'un des objectifs de la guerre. Le point, c'est que sans les armes nucléaires et sans l'idéologie, sans toute cette visée, ce régime tombe. C'est tout ce qu'il lui reste. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, permettez-moi d'insister, il faut vraiment soulever cette question encore et encore parce qu'elle semble être mise de côté. Le peuple iranien. Le président Trump leur a dit en janvier, l'aide arrive. Et puis à la fin février, quand tout le monde perdait espoir, la guerre épique furie et lion rugissant a été lancée avec Israël. Et maintenant, la situation est stagnante et des exécutions ont toujours lieu là-bas. Le peuple iranien est toujours en danger. S'il descend dans la rue, il est abattu par les Bassidji et les gardiens de la révolution. Et voilà le problème, il n'y a aucune chance que ces dirigeants acceptent un quelconque accord avec les États-Unis concernant le nucléaire, à moins de mentir à ce sujet. Donald Trump a déclaré « Je ne suis pas Barack Obama, je ne croirai pas à leurs mensonges et je ne suis pas Obama. » Il le répète sans cesse, alors croyons-le.
quand il ne cesse de le répéter et il ne voudrait pas être humilié. On sait ça à propos de Donald Trump. Mais il faut parler du peuple iranien. Cela doit être dans l'esprit de chaque occidental, de chaque amoureux de la liberté dans le monde entier. Parce que nous, les Israéliens, d'abord les Juifs, comprenons ce que ça fait d'être abandonné par le monde quand on est massacré. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait ni Internet, ni réseaux sociaux, ni reportages. Les gens ne comprenaient donc pas ce qui se passait. Eh bien, aujourd'hui, nous savons exactement ce qui se passe. Nous n'en savons même pas la moitié. C'est vrai parce que le régime coupe l'accès à Internet. Maintenant, un dernier point. Rubio et d'autres ont dit, le secrétaire d'État Rubio a dit que nous ne savons pas exactement avec qui nous négocions parce qu'il y a différentes voix. C'est vrai, d'accord, il y a le président qui est moins radical et il y en a d'autres qui sont plus radicaux. C'est n'importe quoi, d'accord? Il est vrai qu'ils ne sont pas d'accord sur la façon de procéder avec les États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, ce sont tous des islamistes radicaux violents qui veulent l'hégémonie de la République islamiste. Ils peuvent avoir des tactiques différentes sur la façon d'y parvenir ou à qui mentir lors de ces négociations, mais leur principale préoccupation en ce moment, c'est l'argent. Et ils disent, d'abord, vous nous donnez, vous débloquez tout un tas d'avoirs gelés et ensuite on discutera. Dieu merci, Trump a dit non à ça. Et je prie pour qu'il ne cède pas, je ne sais pas, je dirais qu'il ne s'adoucisse pas à cause de Steve Witkoff et Jared Kushner, je ne sais pas, ou à cause de négociateurs trop pressés de conclure un accord. Et c'est là que la République islamique a un avantage, sachant que les Américains n'aiment pas la guerre, ne veulent pas envoyer de troupes au sol, ont peur de tout ce qui sent, vous savez, l'enlisement. Et c'est là qu'ils ont l'Occident à leur merci. Ils le savent. Et ils savent que s'ils tiennent assez longtemps, il y aura plus de pression sur Trump que sur leur régime. Donc, s'ils pensent ainsi, beaucoup en Occident répéteront tes propos, non? Ils croient que le temps joue pour eux. Il suffit de tenir pour obtenir ce qu'ils veulent. Je pense que cela aurait pu être vrai avec d'autres présidents, mais pas avec celui-ci. Je continue à accorder à Trump le bénéfice du doute. Je pense qu'il croit qu'il faut maintenir la pression militaire, attaquer, non pas attaquer, mais maintenir la pression, garder ses forces sur place et en même temps exercer la pression économique. Vous savez, en bloquant leurs ports et en même temps, peut-être en facilitant la sortie du pétrole des États arabes du Golfe, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il pense qu'avec la pression militaire et économique combinée, il peut obtenir le genre d'accord qu'il souhaite et qu'il n'est pas prêt à faire de compromis. Pour Israël, cela a été très difficile parce que le proxy de l'Iran au Liban a bien sûr lancé ses drones tueurs contre nos soldats et nos civils dans le nord d'Israël. Et nous avons eu pas mal de morts, la plupart, presque tous, étaient des militaires. Cela a été difficile. Certains ont interpellé le gouvernement. Pourquoi Israël ne lance-t-il pas une offensive totale contre le Hezbollah? Et pourquoi les habitants du Nord ne sont-ils pas en sécurité? Pourquoi pas de cesser le feu? Je pense que Netanyahou gère une situation difficile car il est évident pourquoi les Iraniens veulent que le Hezbollah agisse ainsi. Parce qu'ils veulent, vous savez, ils veulent créer un fossé entre Israël et les États-Unis et avoir une excuse qu'ils puissent dire aux Américains « Nous refusons cela car Israël fait A, B et C au Liban ». Donc il doit jouer, vous savez, ses cartes avec beaucoup de sang-froid. L'Iran, le Hezbollah est un problème pour Israël, mais nous devons rester concentrés sur l'essentiel. Le vrai gros morceau, c'est l'Iran, n'est-ce pas? Le Hezbollah, on peut remettre ça à plus tard, n'est-ce pas? Mais il y a eu beaucoup de pression là-bas. Cependant, comme vous l'avez dit il y a un instant, Israël a maintenant intensifié la pression, les mesures défensives contre le Hezbollah. Nous n'avons pas frappé Beyrouth, la capitale libanaise, récemment, sauf lorsque nous avons éliminé un haut commandant du Hezbollah qui méritait de l'être. Nous avons frappé d'autres cibles à travers le Liban, notamment dans l'Est, près de la frontière syrienne, dans la Bekaa, où le Hezbollah possède des bases d'entraînement. Il est clair que le Hezbollah doit comprendre que s'il continue à lancer ses drones contre notre peuple, Israël répondra et répondra d'une manière qui leur fera mal. S'ils croient qu'Israël ne réagit pas à cause de la pression américaine, ils continueront. D'accord. Maintenant, parlons un instant de l'appel téléphonique que le président Trump a eu avec environ 7 dirigeants arabes différents, l'Arabie saoudite, d'autres,
le Qatar. Je ne me souviens pas de toute la liste. Il y en avait toute une liste. Et lors de cette conversation téléphonique, c'était, je crois, il y a quelques jours, où il disait, d'accord, tout accord avec l'Iran, tout accord que nous concluons avec l'Iran, si nous faisons ce que vous voulez et que nous arrêtons la guerre et que nous concluons un accord avec l'Iran, vous devez tous signer les accords d'Abraham. Et puis, un silence total. Le président Trump a été accueilli par un silence total, au point qu'il a demandé, vous êtes toujours là? Il était au téléphone. Vous êtes toujours là? Ils ne veulent pas la paix avec Israël. D'accord. Ils ne veulent pas. Cela m'amène à une publication sur Truth Social, la publication du président Trump. C'est une publication le montrant. Et ceci fait partie des publications musclées que le président Trump a publiées sur sa plateforme de médias sociaux. Il a souvent agi ainsi. Il affirme aussi que nous sommes proches d'un accord. D'un autre côté, il publie une photo d'un missile en disant « Vous savez, merci de votre attention à ce sujet ». Maintenant, ici, celle-ci dit « La paix par la force » avec une pause déterminée. Maintenant, parlons de ce slogan pendant 1 minute, parce que c'est un slogan que le Premier ministre Netanyahou, je ne sais pas s'il en est l'auteur ou non, mais lui et le président Trump l'ont tous les deux utilisé. C'est une devise, la paix par la force. Alors, dites-moi ce que vous pensez que cela signifie. Je pense que la paix par la force est une réalité, que la paix, les gens qui ne pensent pas que c'est vrai ignorent la réalité. Nous vivons dans un monde où il faut gérer des interlocuteurs très difficiles. Et s'ils pensent que vous êtes faible, ils vont en profiter et ils vont vous causer des problèmes. Il faut être fort pour être respecté et aussi inspirer la crainte. Vous n'avez pas besoin d'être un disciple de Machiavel, le philosophe médiéval de la réelle-politique, pour comprendre cela. Et la leçon de l'histoire est tellement claire. Je veux dire, tous ceux qui pensaient qu'il fallait être gentil avec Hitler le laissaient prendre la Rhénanie, l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Et vous pensez que vous êtes gentil et que vous capitulez, que vous repoussez la guerre, mais en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous rendez la guerre plus certaine et lorsqu'elle éclate, elle éclate alors que l'autre camp est dans une situation avantageuse parce qu'il a plus de ressources, plus de territoire et de plus en plus de puissance militaire. Et c'était pareil avec l'Union soviétique. Pourquoi l'Union soviétique s'est-elle effondrée et la paix s'est-elle instaurée, du moins temporairement, entre Moscou et Washington sous Ronald Reagan? Parce qu'il a dit « Nous allons gagner la guerre froide, nous allons investir dans les armes, nous allons investir là-dedans ». En d'autres termes, toute l'idée selon laquelle on peut se désarmer et ensuite vivre heureux pour toujours, vous savez, c'est peut-être bien dans les communautés hippies, mais pas dans le monde réel, n'est-ce pas? Il faut être fort en Israël, au Moyen-Orient. C'est crucial. Soyons francs, Franck, sur l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Si nous n'avions pas été prêts à nous battre pour notre liberté, si nous n'avions pas été prêts à combattre nos ennemis, nous n'aurions pas de pays. Le premier ministre d'Israël, David Ben-Gourion, déclare l'indépendance en mai 1948. Le lendemain, n'est-ce pas, Israël est attaqué. L'armée de l'air égyptienne bombarde Tel Aviv. Nous avons été attaqués par le sud par l'Égypte, par l'est par la Jordanie et l'Irak, et par le nord par la Syrie et le Liban. Nous devions montrer notre force et nous battre pour notre indépendance. Et c'est notre histoire. À moins d'être fort, il n'y aura pas de paix et vous n'obtiendrez pas d'accord de paix. Et ce n'est pas un hasard si le premier accord d'Israël, un accord de paix avec un pays arabe, a eu lieu sous Menahem Begin, qui était connu pour être un faucon. À son arrivée au pouvoir, le président égyptien a dit « C'est le moment de faire la paix avec Israël ». D'autres facteurs ont peut-être joué. Il ne fait aucun doute que la force d'Israël a été cruciale pour atteindre la paix, comme pour les accords d'Abraham. Quand vous êtes fort, vous pouvez réellement obtenir la paix. Quand vous êtes faible, vous n'obtiendrez jamais la paix. C'est vrai. Eh bien, le fait est que lorsqu'Anwar Sadat a dit « D'accord, je veux faire la paix avec Israël », c'était aussi parce qu'il avait décidé qu'il voulait quitter l'axe soviétique et rejoindre l'axe des États-Unis. C'était lié à déterminer qui est le plus fort, sur quel cheval miser. Encore une fois, pour les accords d'Abraham, vous avez raison. Contrairement aux accords de paix en Israël, comme les accords d'Oslo qui ont été un désastre total. Et c'est précisément parce que c'était la paix par la faiblesse. Ce n'était pas ça, c'était une paix basée sur le fantasme d'un monde qui n'existe pas. C'est pourquoi je veux nous ramener encore une fois à ce slogan.
C'est tout à fait vrai. Mais pour moi, cela signifie la paix grâce à la victoire sur l'ennemi. Tu imposes la soumission, tu bats l'ennemi et ensuite il demandera la paix. Le problème ici, c'est que Trump et Netanyahou, je veux dire Israël et les États-Unis, étaient en train d'accomplir des choses incroyables face à l'Iran. Qui aurait jamais cru, même il y a quelques années, que presque sans aucun problème, on pourrait survoler l'Iran, tout détruire, tuer les dirigeants, etc. Incroyable. Et puis tout s'arrête. Perdre de l'élan, persuader les islamistes que peut-être nous ne sommes pas si enthousiastes à ce sujet, leur faire comprendre que s'ils écoutent simplement les voix qui s'expriment aux États-Unis, et cela inclut les républicains et les démocrates, c'est certain, mais même une certaine branche du Parti républicain, et que tout ce que vous avez à faire, et les Israéliens, tout ce que vous avez à faire, c'est attendre, puis vous observez le public. Les démocrates, parce que ce sont des pays démocratiques, comme Israël. Vous voyez des gens manifester ou écrire des articles dans le New York Times, peu importe. Ils ont compris cela. Et je pense que nous avons perdu, j'espère seulement temporairement. Nous avons perdu la paix par la force parce qu'en ce moment, surtout si vous voyez les déclarations venant de la République islamique, vous pouvez dire qu'ils n'ont plus peur. Ou alors ils ont peur, mais ils testent des tests encore. Le fait que pendant que la Maison-Blanche annonce qu'un protocole d'accord est en cours, presque finalisé, il ne manque que quelques mots. Et le guide suprême dit mort à l'Amérique et à Israël après cela, et lors du Hajj, en l'honneur du pèlerinage à la Mecque. Cela me montre qu'il ne pense pas à la paix et qu'il ne considère pas l'Occident comme fort, et nous devons rectifier cela dès que possible. Donc, vous avez mentionné le guide suprême, le nouveau guide suprême, comment l'appeler, Khamenei Junior. Oui, Personne ne l'a vu, personne n'a entendu sa voix. Personne n'a vu de vidéo de lui. Je veux dire, même Nasrallah, le chef, l'ancien chef du Hezbollah, il avait peur qu'Israël le tue, mais il publiait ses vidéos depuis un bunker sous terre, n'est-ce pas? Il faisait parfois une intervention, mais le nouveau dirigeant iranien ne l'a même pas fait. Et il disait que c'était son écriture. Et maintenant, les gens disent que ça ressemble à, comment on appelle ça, comme quand Biden avait le stylo mécanique ou quelque chose comme ça, non? En train de donner sa signature. En d'autres termes, personne ne sait vraiment quelle est sa situation. Et pourtant, on lit dans ses rapports qu'il est la voix la plus extrême là-bas, ou l'une des voix les plus extrêmes, et qu'il empêche tout accord. Et en réalité, la situation est compliquée. Je serais d'accord avec le principe fondamental que s'il y a une chance d'obtenir un bon résultat avec l'Iran, ce n'est que grâce à la force, et peut-être encore plus de force et encore plus de force. Ils doivent être convaincus que leur voie, vous savez, le chemin qu'ils suivent avec leur programme nucléaire, avec leur comportement agressif, avec leur désir d'exporter la révolution islamique, ils doivent comprendre que continuer ces politiques leur nuit plus qu'à nous, à moyen terme et aussi à long terme. Et ils doivent changer leur façon d'être. Et peut-être qu'ils devront encore se prendre quelques coups sur la tête avant de comprendre cela. J'espère pour le bien de tous que ce sera plus tôt que plus tard. Si nous ne sommes pas prêts sur le long terme, cela n'arrivera jamais. non, absolument. Mais aussi, nous devons vraiment, si nous revenons au sujet du peuple iranien, nous devons vraiment le faire. Si nous étions en train de le faire, préparer le terrain pour qu'ils puissent à nouveau descendre dans la rue et protester parce qu'on ne peut pas renverser le régime. On ne peut certainement pas avoir un changement de régime sans le peuple iranien, mais on peut le faciliter. Et alors qu'il y a quelques mois, le peuple iranien disait Trump, vous savez, nous aimons Trump, nous aimons Netanyahou. D'après mes sources iraniennes, des personnes qui ont des contacts avec leurs proches là-bas et tout, que cela est en train de changer. Et il y a beaucoup de déception envers le président Trump et la peur qu'il, vous savez, qu'il les ait tout simplement oubliés. Donc, je ne les ai pas oubliés. Et je sais que vous ne les avez pas oubliés. Et je sais que les Israéliens ne les ont pas oubliés non plus. Nous devons constamment les garder au premier plan parce que c'est aussi crucial. Je me fiche que quelqu'un dise que ce n'est pas l'Amérique d'abord. Ce n'est pas vrai. D'accord.
L'Amérique d'abord, ce sont les valeurs américaines qui sont très importantes. On ne peut pas permettre cela sachant qu'il y a des massacres de masse. Et surtout, si vous êtes déjà en guerre avec ce pays, vous ne pouvez pas dire, eh bien, ce n'est pas vraiment notre problème. C'est notre problème. C'est le cas. Et surtout en tant que personnes qui savent ce que ça fait d'être abandonné par le monde alors qu'on est massacré. Et d'ailleurs, les Iraniens ne sont pas les seuls. Nous avons des islamistes qui massacrent des chrétiens partout en Afrique. Cela ne résout pas ce problème. Le problème du djihad mondial ne disparaît pas. Mais il ne fait aucun doute qu'il faut priver la République islamique de toutes ses capacités nucléaires, quelles qu'elles soient. Et ils ne doivent jamais, jamais, jamais les avoir. Cela entraînera la chute du régime et cela aura un impact sur tous les autres djihadistes. Et il y avait ce slogan, oui, redonner sa grandeur à l'Iran. Je pense même que Trump l'a utilisé. Oui, c'est ça. Le peuple iranien est instruit. Le peuple iranien est intelligent. Le peuple iranien pourrait construire un pays vraiment prospère. Et maintenant, à cause de ce régime islamiste fou, ils vivent dans un état failli, n'est-ce pas, avec un niveau de vie terrible. Ils ont tout ce pétrole, n'est-ce pas? Ils pourraient être aussi riches que leurs voisins arabes du Golfe. Et devine quoi? Ils sont dans la misère à cause de leur régime. Oui. Et un changement de régime serait la meilleure chose pour l'Iran, pour la région et pour le monde. La seule question concernant le changement de régime, ce n'est pas de savoir s'il est souhaitable, personne ne le nie. La seule question est de savoir dans quelle mesure cela est réalisable par une action militaire d'Israël et des États-Unis. Nous pouvons détruire les programmes nucléaires, nous pouvons détruire les missiles balistiques, nous pouvons détruire les industries militaires, nous pouvons détruire les infrastructures. Lors d'attaques militaires, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais au final, nous pouvons affaiblir le régime. Comme l'a souvent dit le Premier ministre Netanyahou, nous pouvons affaiblir le régime, mais au final, cela dépend du peuple iranien. Et je peux comprendre leur peur. Nous avons vu comment ils ont été massacrés, vous savez, en janvier, où en seulement quelques jours, ce régime terrible, méprisable et brutal a simplement massacré son propre peuple pour rester au pouvoir. Le peuple iranien sait qu'il referait pareil pour garder le pouvoir. C'est risqué. Je suis donc d'accord, il faut se souvenir du peuple iranien qui souffre tant. D'un point de vue politique, je pense que c'est bien que vous présentiez l'argument moral, mais je pense qu'il y a ici une question de ce qui est réellement faisable par Israël, par les États-Unis, dans le cadre de ce conflit, pour aider le peuple iranien à se donner les moyens d'agir. Et c'est là la question. D'accord, mais voilà le problème. Si vous dites, et je suis d'accord, qu'il faut étrangler ce régime économiquement, c'est brillant. Il faut le faire. Et c'est pour ça que Donald Trump a dit, vraiment, vous prenez le contrôle du détroit d'Ormuz, je vais vous montrer, je vais vous imposer un blocus. J'étais d'accord avec cette politique, et vous avez tout à fait raison. On ne peut pas, vous savez, tirer des missiles de façon indiscriminée sur toutes les cibles en Iran. Ça ne va pas, ça seul ne suffit pas. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que nous nous sommes arrêtés trop tôt. Et une partie de cela était la crainte d'une flambée des prix du pétrole dans le monde entier. Et maintenant, comme je l'ai dit, cela s'ajoute à l'Arabie saoudite qui se demande « et si l'Iran visait nos usines de purification d'eau ?» Donc, au fil du temps, vous donnez au régime davantage de marge de manœuvre. Un répit aussi. Un répit est l'occasion d'obtenir de l'argent de la Chine. Nous espérons que Trump, lors de sa visite à Xi en Chine, a peut-être dit « tu ferais mieux de ne pas faire ça ». Mais on ne sait pas vraiment. Mais le point est le suivant. Pendant que la Chine regarde aussi et que la Russie observe, s'ils sentent ou perçoivent de la faiblesse, cela pourrait aussi affecter la Chine. La Chine pourrait décider d'envahir Taïwan en conséquence en se disant « Eh bien, si c'est tout ce qu'ils ont, nous savons que nous ne sommes pas vraiment en danger ». Cela a bien sûr des implications mondiales et je dirais encore une fois que tout dépend de qui cédera le premier. Et l'un des problèmes concernait le prix du pétrole à la pompe, le prix de l'essence aux stations-service à travers l'Amérique. Je compatis, croyez-moi. Je sais ce que c'est de galérer financièrement. Pas besoin de me l'expliquer. Même s'ils disent que les Juifs contrôlent les banques, moi, je serais déjà contente de contrôler mon propre compte en banque.
Et je comprends les gens qui ont vraiment du mal et qui paient cher pour l'essence. Bien que les Israéliens rient parfois quand ils entendent combien les Américains paient pour l'essence, quand on pense à combien ça coûte de faire le plein, laisse tomber. Je comprends vraiment. Mais tu sais quoi? On peut aussi dire, écoute, et Trump a essayé de le dire, c'est temporaire. Écoute, c'est terrible que les prix augmentent chez toi, mais aussi la bourse explose en Amérique d'ailleurs. Donc ça se passe aussi en même temps. Mais ce n'est pas, c'est quelque chose de crucial qui se passe et cela aura des répercussions à plus long terme, y compris sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence sera plus bas si vous pouvez décapiter la République islamique et la débarrasser de son programme nucléaire, la priver de tous ses moyens de pression. Alors les choses iront mieux. Et l'Amérique a des tonnes de pétrole grâce à la fracturation hydraulique que les écologistes et les démocrates n'aimaient pas. C'est ce que j'essaie de dire et de dire que c'est temporaire. Nous devons finir le travail. Et c'est là que je m'inquiète. Et d'ailleurs, pas seulement par le président Trump que j'ai soutenu et que je soutiens toujours, mais aussi Netanyahou. Il y a quelque chose, et c'est vrai dans toutes les démocraties, quand il y a de la pression de la part de son propre peuple. Et surtout pendant la période électorale, que toi et moi allons bientôt aborder, une période préélectorale, une vraie période électorale en Israël. Et aux États-Unis, les élections de mi-mandat. En ce moment, il y a beaucoup de primaires qui mènent aux élections de mi-mandat de novembre. Je pense que tu as totalement raison. Ils disent aussi que lorsque des pays non démocratiques affrontent des pays démocratiques, les pays démocratiques ont des avantages écrasants. Mais l'un des avantages de l'autocrate, que ce soit en Iran ou en Chine, c'est qu'il peut penser en termes générationnels. On peut traverser 10 années difficiles puis 10 bonnes, non? Ils peuvent planifier, mais dans les pays démocratiques, c'est plus dur avec les calendriers électoraux. Comme tu l'as dit, mais il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre et aussi des élections ici en Israël. Et parlons-en un instant parce qu'on l'a promis à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs qui suivent Israël et la diplomatie que nous réservions toujours les 3 ou 4 dernières minutes de notre podcast à la politique israélienne. Donc, la Knesset se réunira la semaine prochaine et fixera enfin une date pour les élections israéliennes. Pour nos téléspectateurs et auditeurs américains, cela peut sembler étrange car les élections ont toujours lieu la première semaine de novembre, tous les 2 ans et tous les 4 ans pour le président. Vous savez quand l'élection a lieu, vous savez quand vous allez voter en novembre. En Israël, comme c'est un système parlementaire, la Knesset doit se dissoudre elle-même dans un délai limité, bien sûr. Mais les législateurs ont beaucoup de marge de manœuvre. Parfois, la Knesset est dissoute après 2 ou 3 ans. Nous avons eu, dans quelques exemples, lors d'une période de troubles politiques il n'y a pas si longtemps, des cas où la Knesset s'est dissoute presque immédiatement. Donc maintenant, le débat en Israël porte sur le fait que nous pourrions avoir des élections dès le 16 septembre ou au plus tard le 27 octobre, et il y a tout un débat sur la date des élections. Donc la question évidente est, quel est le problème? Si on peut les avoir à la mi-septembre ou à la fin octobre, pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'en débattre? Mais il y a un débat. Et peut-être que dans la semaine ou les 2 semaines à venir, cela sera décidé et nous connaîtrons exactement la date des élections israéliennes. Mais pourquoi, Ruti, est-ce que cela fait débat? Pourquoi est-ce si important? Si l'élection a lieu 2 semaines plus tôt ou 3 semaines plus tard, pourquoi est-ce si important? Tu sais, c'est très déroutant. Ce qui est déroutant et même assez étonnant, c'est de penser que ce gouvernement actuel arrive au bout de son mandat complet de 4 ans. C'est presque du jamais vu dans un système parlementaire. C'est vrai, on plaisantait souvent en Israël en disant qu'on était presque aussi mauvais que l'Italie à ce niveau-là. Tu sais, on a un parlement et tu vois, Les gouvernements vont et viennent, n'est-ce pas? c'est ça. Et Israël a aussi cette tradition. Et ce gouvernement-là, pourquoi est-ce que je dis qu'il est stupéfiant? À cause du 7 octobre, à cause des manifestations contre la réforme judiciaire, puis le massacre du 7 octobre, puis la guerre et tout ça. On pourrait penser qu'il serait impossible d'avoir un gouvernement stable dans ces conditions, et pourtant, nous en avons un. Alors on pourrait se dire, d'accord, pourquoi est-ce que tout le monde ne dit pas on y est presque? Quelle différence ça fait? Organisons-le simplement à la date prévue, à la fin octobre. Il y a 4 ans, l'élection a eu lieu le 2 novembre, donc on arrive donc presque à 4 années complètes. Et ce qui est particulièrement étrange dans tout ce débat sur la date à laquelle ça a lieu, c'est que
Quand les otages étaient encore à Gaza, ou du moins certains d'entre eux, tant qu'il y avait des otages à Gaza, il y avait tout un mouvement, le mouvement de protestation antigouvernementale, qui n'arrêtait pas de dire élection maintenant, renversement du gouvernement, renversement du gouvernement. Et certains d'entre nous disaient, écoutez, même si vous détestez ce gouvernement, ce n'est pas le moment. Nous sommes en pleine guerre. Nous avons encore des otages détenus par le Hamas. Élection? Vous voulez dire qu'on va tous avoir des affiches, des campagnes et aller aux urnes? On est fous? Et ça ne s'est pas produit. D'accord. Mais même le désir. Et la raison était que l'opposition croyait que si des élections avaient lieu, Netanyahou serait forcément évincé pour des raisons évidentes, parce que le 7 octobre s'est produit sous son mandat. Donc cela ne s'est pas produit. Et c'était aussi un gouvernement stable parce qu'il était entièrement de droite. Il n'y avait aucun parti de gauche ou arabe dedans. Donc, d'une certaine manière, ils ont tenu bon. Maintenant, ce que je te demande, c'est ceci. D'accord, maintenant nous savons. Moi, personnellement, je ne comprends pas sur quoi porte le conflit. Et je ne comprends pas pourquoi Netanyahou veut l'avoir plus tard plutôt que plus tôt. Je sais que les partis religieux, certaines personnes ont dit que les partis religieux n'en voulaient pas. Ils voulaient l'avoir après les grandes fêtes juives qui ont lieu début septembre, à peu près à cette période. L'année scolaire commence alors le 1er septembre. Toutes sortes de considérations comme celle-ci sont techniques, pas politiques. Mais je ne comprends pas. Et si j'étais Netanyahou, je dois dire, et je ne me suis jamais présenté à une élection, donc je ne sais pas. Mais je dirais, étant donné l'ambiance en Israël en ce moment, c'est très étrange. Il y a un malaise, il y avait un grand optimisme, maintenant, beaucoup moins. Je penserais qu'il voudrait organiser des élections. La raison pour laquelle il veut les repousser, c'est qu'il espère qu'il y aura plus d'avancées au Liban et en Iran. Je pourrais me tromper. Dis-moi, peut-être qu'il pense, tu sais, que la guerre va évoluer de façon positive. Peut-être qu'il pense que le président Trump va préparer une sorte de surprise d'octobre, ce qui est une tradition politique américaine où l'on fait quelque chose de marquant en octobre pour gagner une élection en novembre. D'habitude, on en parle dans le cadre des élections présidentielles et non des élections de mi-mandat, mais bon, peut-être, et c'est pour ça que Netanyahou préfère que ce soit plus tard plutôt que plus tôt. Mais encore une fois, on parle de 2 ou 3 semaines, dans un sens ou dans l'autre. Les partis religieux le voulaient en septembre car c'est près du Nouvel An juif. Et il y a plusieurs raisons, vous savez, quand les gens sont plus spirituels, quand ils vont à la synagogue, peut-être qu'ils sont plus susceptibles d'écouter le rabbin ou d'écouter les partis religieux, et ils pensent que c'est bon pour mobiliser leur base. Il y a aussi avant le Nouvel An juif, le mois d'Elul, où il y a ces prières nocturnes appelées Selihot, pendant lesquelles on demande pardon pour tous nos péchés. Ils estiment que ce niveau de spiritualité profite aux partis religieux. Si la période est religieuse, ces partis réussissent sans doute mieux. Il y avait aussi un autre argument. Tous les étudiants de la yeshiva qui sont alors en vacances d'été peuvent distribuer des cartes expliquant comment voter et, vous savez, ils sont libres de faire campagne. Et donc, les partis religieux préféraient septembre. Netanyahou, comme vous le dites, plaide pour octobre, plus tard en octobre si possible. Le problème avec octobre pour lui, c'est qu'au début du mois, le 7 octobre, il y a l'anniversaire bien sûr du massacre, n'est-ce pas? Le massacre du 7 octobre. Il y aura alors toutes ces cérémonies. Cela rappelle qui était Premier ministre à l'époque. Veut-il vraiment que ce soit si proche de cette date? C'est peut-être pour ça qu'il préfère la fin octobre, mais c'est purement théorique. Peut-être que lors de notre prochaine rencontre, la semaine prochaine, nous pourrons discuter de ces sujets et d'autres. Lors de notre prochaine émission, nous aurons enfin une réponse. Quand auront lieu les élections israéliennes? Quelle est la date? Oui, nous le saurons. Et je dois dire cependant que cela devient très... Il y a une sorte de morosité qui l'entoure. Ce n'est plus agréable. Soyons honnêtes, la période électorale l'est toujours. Mais il y a une sorte de malaise dans l'air parce que je ne vois aucun enthousiasme d'aucun côté. Il y a un vrai sentiment d'urgence, c'est sûr. Il y a des gens qui disent que c'est l'élection la plus importante de l'histoire d'Israël. Ils disent toujours ça, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'élan optimiste autour de ça. C'est urgent, tu le sais. Si ce camp ne gagne pas, alors c'est une catastrophe. Si cet autre camp ne gagne pas, c'est une catastrophe, mais il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'excitation pour du sang neuf, pour de nouveaux partis. Peu importe qui vient, c'est ce qu'on ressent. Penses-tu que c'est vrai que ça donne cette impression?
plus comme une saison électorale déprimante qu'une saison optimiste ou enthousiaste. Eh bien, l'opposition n'est pas sûre. Tu sais, publiquement, ils vont le nier, mais ils ne sont pas sûrs de gagner. Netanyahou n'est pas sûr de gagner, même s'il affiche de l'optimisme à chaque fois, mais il semble que ce sera très serré. Bien sûr, nous pourrions nous tromper et un camp pourrait l'emporter largement, mais soyons francs, aucun des deux camps n'est vraiment confiant. Il y a de l'énergie des deux côtés pour gagner, évidemment. Mais pour l'instant, tu as raison, il y a un malaise. On a un peu l'impression qu'il faut peut-être lancer la campagne, il fallait que les choses commencent. Cela n'arrivera peut-être que lorsqu'une date d'élection sera fixée. On espère que ce sera bientôt. Et d'ailleurs, j'espère que bientôt nous saurons qui se présente réellement. Enfin, on sait qui sont les candidats Peut-être que la semaine prochaine, nous parlerons de la composition des listes de candidats. dans les partis, c'est ça. On connaît quelques noms qu'on ne connaît pas. Peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons parler du fonctionnement en Israël, formation des partis, élaboration des listes, alliances préélectorales et création de la coalition après les élections. Tu peux me l'expliquer avant qu'on l'explique au public. On en parle la semaine prochaine, Ruti. J'ai hâte, Marc.